Bonsoir. Du coup, ça tombe très bien. Je vais commencer par remercier 42 de nous accueillir ce soir. En plus, ils font la vidéo, ils font vraiment tout, donc c'est top. Merci beaucoup à eux. Donc c'est la quatrième édition de ce meet-up Paris Python. Je vois beaucoup de nouvelles têtes, donc c'était aussi l'idée de venir dans une école, d'avoir des jeunes et d'autres personnes finalement. Donc voilà un peu l'idée. Le meet-up, le but c'est d'être assez technique, parler de Python et après couvrir un peu tous les domaines parce qu'on a la chance d'avoir un langage qui touche un peu à tout. Donc voilà l'objectif du meet-up. On encourage vraiment les gens à proposer des talks. Donc si aujourd'hui les gens vous inspirent et que vous avez envie d'en faire après, n'hésitez pas, au contraire. À chaque fois, on a assez peu de propositions, on est assez déçus, donc j'encourage. Donc ce soir, on a 3 présentations. Donc on va commencer avec Raphaël Brault qui va parler de GraphiqueDB, Antoine Nguyen qui va parler de Modoboa, pardon, qui sont 2 de leurs projets perso respectifs. Et enfin, Pierre-Antoine Passé de Sketchfab, qui arrivera quand il arrivera, et qui parlera de leur utilisation de Django chez Sketchfab. Donc ça va être assez web ce soir, contrairement au précédent meet-up. Et voilà, donc ce soir c'est encore sponsorisé par Pricing Assistant. Sylvain dira peut-être un mot tout à l'heure. Et voilà, je ne vais pas faire durer beaucoup plus longtemps. Je laisse la parole à Raphaël. Raphaël. Bonsoir à tous. Alors je vais me présenter rapidement. Alors j'ai été directeur technique de plusieurs sociétés avant de passer du bon côté de la force et puis de faire de l'open source. Ça fait un petit moment que je suis dans l'informatique. En fait, j'étais geek avant même que le terme arrive en France, puisque ça fait 32 ans que je fais du développement. J'ai commencé sur une TI 57 où il y avait 50 pas de programmation. Donc ça m'a appris un petit peu à optimiser mes programmes. Voilà, puis dans les détails, j'ai 3 enfants qui n'ont aucun respect pour leurs aînés puisqu'ils n'arrêtent pas de m'éclater sur StarCraft 2. Et donc j'ai fondé une société qui s'appelle Nidus. Donc ceux qui jouent à StarCraft 2 comprendront l'allusion. Mais la vraie définition en fait c'est Need Us et vous avez besoin de nous. Bon, normalement il faudrait qu'elle s'appelle Need Me pour l'instant puisqu'il n'y a que moi. Donc ça fait 2 ans que cette société est créée. Puis je peux vous rassurer sur le fait que Python est un langage qui emploie pas mal. Enfin, il y a beaucoup de travail. Donc le projet que je vais vous présenter ce soir, c'est un projet que j'ai codé en janvier 2014. Donc c'est une base de données graphes que j'ai codé pour répondre à un besoin qui était de coder un algorithme de recommandation. Donc naturellement, je me suis tourné vers des bases de données graphes de type Neo4j, ou Titan, ArgoDB, OrientDB, enfin essentiellement soit des bases de données Java, soit des bases de données C, C++. Et à mon grand étonnement, et il n'y a pas de troll là-dedans, c'était assez peu performant sur une installation de base. Donc je me suis dit, je vais prendre 2 semaines pour essayer de faire quelque chose qui sera un petit peu plus performant. Ce qui est assez étonnant quand on sait que c'est du Python. Mais derrière, il y a une astuce qui est de l'utilisation d'un KVS, donc d'un moteur clé-valeur, donc qui permet d'avoir des performances qui sont assez honorables. Voilà. Donc un petit rappel sur ce que c'est qu'une base de données graphes. Je ne suis pas allé chercher très loin, je suis allé voir sur Wikipédia. Donc c'est une base de données, ça c'est une vraie information, qui est orientée objet et qui utilise la théorie des graphes en fait pour représenter les données. Ou plutôt qui représente des données qui sont naturellement structurées sous forme de graphes. Donc avec des nœuds et des liens. Et qui permet de représenter et de stocker des données. Ce qui est important, et ce qui différencie d'un point de vue physique une base de données graphes d'une base de données relationnelle, c'est qu'il y a en fait une information d'adjacence entre des éléments voisins. C'est ce qui n'est pas le cas sur une base de données relationnelle. En fait, il y a un pointeur d'un élément vers l'élément entre guillemets suivant. Donc, c'est marqué dessus comme le port salut. Hein. C'est orienté, c'est particulièrement adapté pour représenter des graphes. Je crois que je l'ai déjà dit d'ailleurs. Ou des arbres, qui sont une sous-forme de graphe. Alors, quelques exemples de graphes. Donc, la toile d'araignée mondiale, que vous connaissez peut-être sous le nom WWW.
Les réseaux sociaux, naturellement, qui font qu'actuellement les bases de données graphes sont en forte explosion en termes d'utilisation et d'implémentation d'algorithmes. Les réseaux routiers, les réseaux informatiques, et forcément les réseaux de Nidus. Donc ça c'est... Bref, les réseaux en général. Mais aussi les arbres généalogiques. J'ai pas de passion par rapport à ça. Ça m'est venu en cherchant arbre, j'ai rajouté généalogique naturellement derrière. Les organisations territoriales, pays, régions, départements, préfectures, villes, quartiers, rues, adresses. Donc les graphes sont une façon de stocker l'information qui est structurée comme ça. La modélisation par graphe. Alors quand est-ce qu'on sait qu'on va pouvoir modéliser de la donnée sous forme de graphe? Alors ça va être assez long. Donc déjà on peut identifier des entités, qu'on appelle nœuds ou vertex. Et ensuite on peut identifier des relations entre ces entités, qu'on appellera liens. Voilà. Donc c'était... Ouais, je vous laisse lire. Alors, graphe versus relationnel. Non, ce n'est pas un troll. Donc le relationnel, ce en quoi... Alors c'est très subjectif, ce en quoi je pense que le relationnel est supérieur au graphe. Forcément déjà quand on est en train de stocker des données qui sont naturellement organisées sous forme de tableau, on va plutôt utiliser une base de données relationnelle. Ça optimise l'espace physique, puisque contrairement aux bases de données graphes, les bases relationnelles en fait, ne stockent pas de pointeur d'adjacence d'un élément vers le suivant. Donc on peut vraiment optimiser, vraiment utiliser l'espace physique comme un espace de stockage de tableau. Ensuite, c'est aussi une de ses forces, la rigidité des bases de données relationnelles. Je crois que ça a eu un certain succès d'ailleurs dans le temps. Chaque enregistrement d'une table donnée possède un ensemble d'attributs qui est prédéfini, ce qui simplifie, et là je parle en termes d'implémentation. Je ne suis pas DBA, c'est la première base de données en fait, que j'implémente, mais ça m'a permis de comprendre un peu comment on pouvait implémenter une base de données, de réaliser celle-ci. Et c'est vrai que les principes de base des bases de données relationnelles font que ça rend plus simple, je pense, l'implémentation, en particulier sur tout ce qui est indexation, recherche et représentation physique. C'est subjectif. Les bases de données relationnelles, elles sont issues de l'algèbre relationnelle. Donc rappelez-vous vos cours de maths, c'est important. Il y aura une interrogation à la fin. Donc ça permet les intersections, les jointures, les produits cartésiens, et une liste longue et fastidieuse que je vais omettre de citer ici. Et surtout, un point qui est particulièrement important, donc là c'est plus, donc ça c'est pas d'un point de vue théorique, c'est plus d'un point de vue pratique, il y a une norme qui permet d'interroger, de requêter les bases de données relationnelles, qui est le SQL, mais je ne vous apprends rien à ce niveau-là. Donc en 2010, toujours sourcé par Wikipédia, mais c'était intéressant en fait de donner une information aussi datée. Le modèle de données relationnelles est utilisé dans la grande majorité des bases de données. Voilà, je pense que vous avez suivi comme moi le mouvement actuel de NoSQL. C'est clairement quelque chose qui est en train d'évoluer. Le fait de pouvoir... Il y a énormément de sites qui se lancent qui s'appuient sur un modèle de réseau, qui essayent de faire de la suggestion, qui essayent de comprendre quelles sont les relations entre les individus, ou les relations entre les individus et puis les produits. Et bien, clairement, c'est la base de données graphes, c'est les bases de données graphes qui permettent de modéliser ce genre de choses et qui permettent d'écrire surtout rapidement des algorithmes. Puisqu'on peut tout faire dans une base de données relationnelle, tout ce qu'on fait dans une base de données graphes, mais c'est essentiellement la syntaxe et la rapidité d'écriture qui va nous permettre d'aller plus vite. Ensuite, ce en quoi les bases graphes sont supérieures aux bases relationnelles, c'est justement le fait d'utiliser une information physique supplémentaire pour stocker la notion d'adjacence, pour stocker le lien. Donc ça consomme de l'espace, mais c'est un peu toujours la même chose en base de données. On échange de la performance contre de l'espace de disque dur. C'est un peu toujours le principe, c'est aussi le principe des index. On crame du disque dur et en échange on a de la performance. En tout cas sur la lecture, pas forcément sur l'écriture. Donc le fait de stocker le lien, forcément ça simplifie les parcours de liens et ça optimise les temps de parcours. Et donc, les bases de données graphes sont fortement adaptées aux données fortement connectées. Bon, ça je l'ai déjà dit.
Donc des exemples en fait d'algorithmes qui sont naturellement implémentés sur une base de données graphes. Forcément, la recherche du chemin le plus court. J'arrive jamais à prononcer ça, je vais essayer. Alors c'est le Dijkstra et sinon le Astar, donc qui sont Dijkstra, c'est un algo qui permet de savoir exactement le chemin exact le plus court entre deux points. Astar, suivant la façon dont on le paramètre, on peut arriver au même résultat, mais pas forcément. Plus généralement, ça fait partie des algorithmes de pathfinding, donc particulièrement utilisés dans les jeux vidéo. Mais pas ceux-là. Ceux-là, ils ne sont pas assez rapides pour être utilisés. Ensuite, histoire de faire peur, donc les notions de centralité et d'influence, qui sont particulièrement importantes toujours sur les réseaux sociaux, avec les eigenvectors et le PageRank de Google qui s'appuient sur des algos de graphes. Les algos de recommandation, et je vais essayer de vous en implémenter un assez rapidement par la suite à cette présentation générale. La découverte de communautés. Ou pour dire autrement, comment est-ce qu'à l'intérieur d'un réseau, on peut identifier des groupes d'individus fortement connectés. Donc ce qui est assez intéressant d'un point de vue théorique. Je vais parler pour le diable. Si vous avez comment dire, des considérations marketing, c'est toujours intéressant de pouvoir segmenter des gens sur des éléments factuels et pas juste sur des probabilités tirées d'un chapeau. Là, vous savez, c'est aussi pour ça que la plupart des sites actuellement implémentent des réseaux, c'est pour pouvoir connaître les relations entre les différents individus et donc pusher de la recommandation qui est individualisée, parce qu'on sait quelles sont les relations entre les individus et qu'a priori, si quelqu'un que j'apprécie aime quelque chose, il y a des chances que je l'apprécie aussi. Ça, c'est le principe de base des algos de recommandation. Les moteurs d'inférence, c'est pas à proprement parler des algorithmes, mais c'est un peu ce que vous pouvez faire avec un langage comme Prolog. C'est la même logique que sur des triplés, en fait. C'est si machin est le père de Toto et que Toto est le père de Titi, alors machin est le père de Titi. Ça, c'est de l'inférence. Donc on voit tout de suite quelle est la relation on voit tout de suite quels sont les nœuds et les relations entre ces nœuds, et une base graphe, et en particulier, comme on le verra tout à l'heure, le parcours de liens sur ce graphe permet de faire de l'inférence. Donc de faire de la déduction, d'implémenter une espèce de machine qui réfléchit. Donc actuellement, si vous faites une requête pour trouver une base graph, vous allez a priori assez rapidement tomber sur Neo4j, qui est une base Java en GPLv3, qui est une super technologie, hein, en dehors du fait que c'est du Java. Titan, donc là, qui est une technologie qui est monstrueuse, et là, il n'y a pas de cynisme par rapport à ça, c'est réellement une techno et une implémentation de base graph qui est impressionnante, qui n'est pas encore totalement finie, mais qui permet de faire de la base graph massivement distribuée. Donc là, vous pouvez gérer des centaines de milliards de nœuds avec autant de relations, c'est capable d'aller requêter, de traverser les graphes, enfin, c'est hyper impressionnant. Et en plus, ça a été développé par des anciens de Tinkerpop qui implémentent tout un moteur, enfin tout un ensemble d'outils sur les graphes, et en particulier un langage qui s'appelle Gremlin, que j'ai essayé un petit peu de copier dans mon outil. Donc je vous conseille très fortement d'aller voir cet outil si vous vous intéressez aux bases graphes. Ensuite, ArangoDB, c'est pas forcément une base graph qui est très visible, mais ce qu'elle avait comme avantage de mon point de vue, c'était qu'elle était implémentée essentiellement en C++, donc a priori avec des performances supérieures, et surtout qu'elle était multimodèle. En fait, ça mélangeait de la base graph et puis du document store à la MongoDB. Donc on avait à peu près la même performance sur les mêmes fonctions. Enfin, si on prend les fonctionnalités de MongoDB, on retrouve les mêmes fonctionnalités à l'intérieur d'Arango avec la même performance. Et en plus, il y a un cadeau bonus qui est la base graph. Mais en fait, c'est plus un hack de graph au-dessus d'une base document store. Mais c'est super intéressant comme projet aussi. Et ensuite, OrientDB, que je n'ai pas testé réellement, en fait, mais qui est assez visible aussi. Bref, la connaissance de Java est clairement un plus. Mais en ce qui me concerne, je n'ai qu'une vie. Donc, je les ai testés pendant 3 semaines. J'ai failli devenir fou et ensuite je suis passé sur ce que j'aimais.
donc à savoir du Python. Ensuite, un point qui est important, contrairement aux bases de données relationnelles, il n'y a pas de dialecte commun. Il y a cependant un DSL, un Domain Specific Language, qui s'appelle Gremlin. J'ai tout dit, tout ça. Donc, qui permet de s'adresser à des bases graphes, et il existe en fait des drivers pour toutes les bases graphes les plus représentées actuellement. Donc ça permet finalement d'abstraire la communication avec les bases graphes, un peu comme vous trouvez ça avec du SQL. Et c'est développé en Groovy. Donc ça ressemble un petit peu, on retrouve un peu le plaisir que l'on a à utiliser le shell de Python. Et c'est plus agréable de mon point de vue à utiliser que du Java. Et en plus, il existe un package Python qui s'appelle Bubflow, qui permet de développer, d'aller attaquer du Gremlin. Mais ça commence à devenir un petit peu compliqué. C'est-à-dire qu'on part de Python, on arrive sur Gremlin, on passe sur le driver, et ensuite on arrive sur la base de données graphes. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'avais des performances qui étaient assez catastrophiques. Mais j'avais pas le temps d'apprendre le Java et puis d'optimiser tout ça. Dans l'écosystème Python, alors c'est pas à proprement parler une base graphe, mais c'est une bibliothèque qui permet de manipuler les graphes et sur lequel il y a énormément d'algorithmes de graphes qui sont disponibles. Donc une magnifique librairie. Bulbflow, que j'ai déjà cité, et beaucoup de librairies clientes qui permettent de s'interfacer avec des bases graphes existantes. Et forcément GraphicDB. Donc en termes de typologie, GraphicDB, ça permet de stocker des graphes orientés. C'est de type document store, donc un peu comme MongoDB, on peut stocker tout un ensemble d'attributs. Ce n'est pas une liste figée et prédéfinie dès le départ, ça peut évoluer, il n'y a pas besoin de faire de migration, de choses comme ça. Dès le départ, c'est du document store. La spécificité, et c'est en ce sens-là que je ne peux pas vraiment dire que c'est une vraie base de données, c'est que ça supporte plusieurs backends de type key-value store. Donc c'est plutôt en fait un middleware entre un key-value store et puis vous-même. Ça vous permet d'utiliser un key-value store comme une base graph. Alors ça peut sembler un peu capillotracté comme ça, mais quand on regarde l'implémentation de NetworkX, c'est un dictionnaire Python en fait qui est utilisé pour stocker les nœuds et les différents liens. Donc c'est pas complètement débile. Enfin j'espère. Donc les fonctionnalités, le parcours de chemin, ce que les Anglais appellent la pathologie, ce que je trouve assez rigolo, et ce qui est assez vrai. Quand on commence à réfléchir sur ce que l'on fait quand on parcourt le graphe, ça fait pas du tout la même sensation que le relationnel. On voit des gremlins qui se déplacent de nœud en nœud comme ça. C'est une sensation assez surprenante. Les lookups à la Django, l'aliasing et la collecte de données, le fait de pouvoir donner des noms en fait à des nœuds sur le graphe. C'est une bonne chose, il ne faut pas que vous soyez anti-aliasing. Ensuite, l'agrégation de données. Bon, bah, voilà, c'est compter le nombre de nœuds que l'on a obtenus à la fin de son parcours, par exemple. Ça, c'est de l'agrégation. L'indexation des nœuds et des liens. Donc ça, c'était une fonctionnalité. Alors, cette base, je l'ai développée, mais pour un usage concret, pour un de mes clients, pour son algo de recommandation. Et clairement, tant qu'on n'a pas de possibilité d'indexation, on n'a pas de performance. Et ça, c'est pas spécifique aux bases graphes. C'est assez compliqué d'implémenter un moteur d'indexation. D'ailleurs, c'est une implémentation partielle. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler, mais ça marche pas mal quand même. Ça peut s'utiliser en client-serveur et ça permet des accès concurrents. Sur les premières versions, en fait, je faisais du 7000 requêtes par seconde avec 1000 accès concurrents. Avec une magnifique librairie de load testing qui s'appelle Locust. Donc, déjà, le nom me plaît. Voilà. Les objectifs, la rapidité, grâce au KVS et beaucoup de dénormalisation. La stabilité, donc j'essaye d'avoir un test de couverture un pourcentage de couverture de test de l'ordre de 100%. Dans les faits, il y a des choses qui sont quasiment impossibles à tester, du style crash de disque dur, un avion qui tombe sur ma maison. Donc il y a quand même quelques bouts de code en fait, qui sont commentés comme ne devant pas être considérés comme non couverts. Et surtout la familiarité, dans le sens,
Si vous utilisez cet outil, en fait, si vous connaissez déjà Django et éventuellement Gremlin, ce qui est un peu moins probable, vous allez retrouver des concepts et des notations similaires. Et surtout Python. Voilà, ça, c'était important. La démo. Donc là, ce que je vais essayer d'implémenter assez rapidement, c'est un algorithme de recommandation à la Amazon, donc avec deux entités essentielles qui sont les bouquins et les personnes. J'utilise un notebook, ce qui va me permettre, ce qui a un autre avantage, c'est que ça va me permettre d'avoir par moment des représentations des graphes que je suis en train de manipuler, puisque j'utilise excusez-moi, j'utilise en fait une extension de notebook qui permet de représenter des graphes, c'est mieux. Donc c'est parti. Ça va être difficile par contre de passer de ligne en ligne et de parler dans le micro. Donc, sur les premières lignes, c'est relativement simple. On importe un type de graphe. Donc là, qui est un graphe qui est purement en mémoire, mais il y a d'autres backends qui sont disponibles. Comme vous pouvez le voir dans les lignes que j'ai commentées, on peut aussi utiliser un proxy graph, donc qui permet de s'adresser à un serveur. Voilà. Après, ces lignes-là, je pense, se comprennent naturellement. On ajoute des nœuds avec certains attributs et certaines propriétés. Et là, on a une représentation qui dépasse un petit peu de l'écran, des nœuds qui viennent d'être ajoutés. Donc là, j'ai des livres pour l'instant. Alors, j'ai rajouté des personnes à ce niveau-là. Et ensuite, j'ai créé des liens entre les livres, entre les personnes et les livres, avec une action. Les propriétés et les attributs que j'utilise, en fait, sont purement empiriques. On peut choisir n'importe quel attribut, il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. Il faut juste ne pas utiliser des attributs qui commencent par underscore, qui sont réservés évidemment aux usages internes. Mais ensuite, vous avez toute latitude pour les différents attributs que vous utilisez. Donc là, tout ce que j'ai ajouté en termes d'entité jusqu'à ce niveau-là, ce sont des bouquins, des livres et l'action d'achat. Donc je sais que j'ai des acheteurs qui sont identifiés à l'intérieur de ma base. Et là, je rajoute un nouvel arrivant qui ne fait que regarder un livre, ce qui est mal du point de vue marchand. Donc évidemment, on va essayer de lui pusher des suggestions. Voilà, donc là, vous voyez un petit peu ce qui s'est passé. Là, on a envie de dire « Hey Joe !» C'est ça qu'il faut que tu achètes. Ça, c'est le but en fait de cette présentation. Alors, bon, jusque-là, je pense qu'il n'y a pas besoin que j'entre vraiment dans les détails de la syntaxe. Ça me semble assez simple. C'est donc après, je sais ajouter des nœuds, je sais ajouter des liens. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir itérer en fait sur les éléments de cette base de données graph. Et c'est ce que permet, donc G, c'est mon graphe, c'est ce que permet la méthode V, comme vertex. Donc ce qui, d'un point de vue technique, ce qui est renvoyé par cette méthode, c'est un itérateur au sens Python. Donc ce qui a plusieurs avantages. Déjà, je vais éviter de tout charger en mémoire pour récupérer la liste des éléments. Ce qui n'est pas spécialement gênant dans ce cas-là, parce que j'ai très peu de nœuds et de liens, mais quand je travaille sur des bases de plusieurs millions d'entités, ce sera plus gênant. Et ça a un autre avantage, c'est que, alors c'est un itérateur, mais c'est aussi une classe qui a d'autres méthodes, et en fait on pourra enchaîner les méthodes, du style, je vais récupérer tous les vertex d'un certain type, ensuite les limiter à un certain nombre. Donc potentiellement, j'ai la potentialité de nœuds à l'intérieur de mon itérateur, mais je peux choisir de m'arrêter à un moment donné.
Donc là, j'ai itéré sur l'ensemble des nœuds. Donc on a une représentation textuelle qui nous rappelle les différents attributs. On peut accéder assez simplement à un attribut directement en tapant cet attribut. Il n'y a pas une méthode qui permet de faire getAttr_kind par exemple. C'est directement mappé sur l'instance. Donc voilà, ça c'est les manipulations basiques de la base graph. Ensuite, les lookups, donc ceux qui font du Django, je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous, reconnaîtront, plutôt en bas d'ailleurs, reconnaîtront les systèmes de requêtage de Django. Ah oui, j'ai pas précisé, mais à chaque fois, je rajoute des petits trucs comme ça pour en plus avoir une représentation sous forme de graphe. Donc j'appelle du dot derrière, ça génère du dot et ensuite ça me permet de voir le graphe. Donc vous pouvez faire abstraction de cette partie-là. Donc là, voilà, je cherche tous les livres, je cherche toutes les personnes, puis je fais des mélanges. Je cherche les livres qui traitent de programmation. Et là, voilà, là on est typiquement dans un lookup à la Django, un double underscore qui nous permet d'appliquer un opérateur et de faire une requête. Alors là, ça commence à devenir rigolo. Donc je vais partir de ma personne 4. Alors je le rappelle, c'est celle qui a juste vu le bouquin. Et ça, c'est mal. Ce que dit cette ligne, c'est qu'on part de la personne 4, on sort d'un edge, donc d'un lien, de type action égale j'ai vu ce bouquin. Donc, autrement dit, la personne 4, elle a vu le bouquin. Elle a vu un bouquin. Mais là, on est sur un lien, puisque comme le rappelle la lettre E comme edge, et il faut aller un petit peu plus loin, il faut arriver sur le nœud, c'est-à-dire la cible de ce lien. Donc j'arrive sur un nœud, donc à ce niveau-là, je suis arrivé sur un livre. Ensuite, qu'est-ce que l'on fait? On va chercher tous les liens entrants vers ce livre. Là, je suis sur un livre. Tous les liens entrants avec comme critère d'achat, l'attribut qui est égal à bought. Et ensuite, donc là, on est à nouveau sur un lien. Ensuite, on va chercher les nœuds entrants, c'est-à-dire les sources du lien. Donc c'est un petit peu long. Et là, on représente ce que ça fait. C'est sympa comme ligne pour obtenir deux trucs. Mais quand il y a 1 million d'entités, c'est plus intéressant. Mais par contre, je ne vous conseille pas de le représenter sur un notebook. Alors, ce pattern-là, traverser un lien qui correspond à un certain critère et arriver sur un nœud, c'est un pattern qui est tellement répandu qu'en fait, je l'ai simplifié. Enfin, je l'ai simplifié. Le créateur de Gremlin l'a simplifié et je l'ai honteusement pompé. Enfin, je l'ai copié, quoi. Donc, c'est cette méthode-là, donc out underscore, donc qui fait les deux choses en même temps, qui fait un out action égale saut et out v. Voilà, donc je cherche, là ça devient beaucoup plus lisible d'ailleurs. Donc là, je pars de la personne 4, je cherche tous les livres qu'elle a vus, et ensuite je cherche toutes les personnes qui ont acheté ce livre. Donc déjà, c'est beaucoup plus compréhensible. Et ça me renvoie encore un itérateur, donc je vais pouvoir itérer. Je vais avancer un petit peu. Je vais plus vite. Donc le sucre syntaxique. Voilà, donc après l'algo de recommandation, en fait, c'est juste aller une étape plus loin. Donc je suis parti d'une personne, elle a vu un livre, je cherche les personnes qui l'ont acheté et je cherche les autres livres qu'elles ont achetés et je le suggère à la personne de départ. C'est ça le principe de l'algo de recommandation. Donc ça veut dire que c'est cette ligne-là en fait qui vous permet d'écrire un algo de recommandation. Et un point qui est quand même pas négligeable, c'est que mine de rien, on implémenterait ça sur une base de données relationnelle, ça nécessiterait de faire 6 jointures.
Donc sur des tables assez importantes, ce serait assez compliqué. Mais comme là, l'information, elle est locale, c'est par des pointeurs, en fait, on fait juste des sauts de point en point et on va beaucoup plus vite. C'est aussi ça qui fait que les algos de graphes sont souvent beaucoup plus rapides. Donc je vais sauter directement au résultat. Donc ça, évidemment, ça me dit que le livre qu'il faut acheter, c'est GraphicDB. Mais il n'est pas écrit, mais c'est celui-là qu'il faut acheter. Il y a des moyens de donner des alias pour savoir sur quel nœud on est, et à la fin de construire des listes. Je saute, je saute, je saute. Voilà. Et on trouve en fait les utilisateurs qui sont similaires. Alors j'ai sauté, mais je mettrai en fait ces notebooks sur Bitbucket, donc vous pourrez les retrouver. Et j'imagine que ce sera accessible ailleurs. Et juste pour faire un dernier point, quelque chose de complètement différent, donc les index. J'espère que ça va marcher et que ça va aller vraiment vite. Donc là, il n'y a pas d'index. À ce niveau-là, j'ai créé donc un graphe de 1000 nœuds. Bon, de 10 000, pardon. Il y en a bien 10 000. Et je cherche le nœud d'identifiant 5000, ça met 21 millisecondes pour le trouver. Et maintenant, je vais créer un index. C'est la création, hein, c'est pas plus long. Voilà, donc 32 microsecondes. Donc là, j'ai utilisé une base qui est purement en mémoire, donc ça aide quand même pas mal. Dans les premières lignes que j'ai commentées, il y avait aussi le moyen d'interroger directement un serveur. Donc j'ai testé tout à l'heure, j'arrivais à peu près 45 microsecondes. Donc, bon, parce que la base est aussi assez légère. Hein. Voilà, je vais vous montrer donc un exemple concret. Donc c'est un projet qu'on a sorti hier avec David qui est présent ici. Donc qui est un ensemble de courbes isochrones, donc qui permet à partir d'un point dans Paris n'importe où de générer tous les temps de trajet sur l'ensemble de l'Île-de-France. Donc je le montre parce qu'il se trouve que GraphicDB fait partie de la pile applicative. Donc ça permet de stocker tous les trajets de transport en commun. Donc bus, métro, RER, etc. Voilà, et ce qui est pas mal, c'est qu'on peut déplacer les points et ça se recharge immédiatement, il y a vraiment de la performance. Et je pense que c'est un petit projet qui est intéressant. Donc ça montre aussi qu'on a une certaine performance avec cette base graph. Voilà, je vous invite à les tester, et puis si vous souhaitez contribuer, j'en serai très heureux. Je vous remercie. Désolé. Non, c'est pas de souci. Merci beaucoup. Du coup, on va prendre 2 ou 3 questions s'il y en a. Et sinon, j'en ai. Bonsoir. Bon, merci pour la présentation, très intéressante. Moi, je suis arrivé à la bourre, donc du coup, j'ai 2 questions très simples. Comment tu t'appelles et pourquoi tu as fait ça? Comment je m'appelle? Oui. Raphaël Brault. Enchanté. Voilà, et ma société, puisque je suis freelance, s'appelle Nidus. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'adore Python, ça fait 14 ans que j'en fais, que je n'aime pas spécialement Java, même si j'ai pas spécialement j'ai pas de haine pour le Java en particulier, mais je me sens beaucoup plus à l'aise en Python, et qu'accessoirement, cette base-là étant créée, la base de code, j'entends, je sais maintenant que les points de contention, là où il n'y a pas de vitesse, en fait, ça se situe forcément au niveau de Python, mais que ça peut être contourné relativement facilement en le réimplémentant en Cython. Puisque la base de code est assez légère, elle doit faire 4 ou 5 000 lignes de code. C'est pas un truc qui est infaisable à refaire, à réimplémenter. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est de pouvoir utiliser n'importe quel back-end de type KVS, puisque dans le web, essentiellement je fais du web, c'est des outils qu'on utilise hyper souvent, Memcache par exemple, pour envoyer les pages plus vite. Donc tout le monde est familier en fait avec ce genre d'outils. Le fait de s'appuyer sur une partie d'outils qui est déjà connue,
bah, il n'y a plus qu'à rajouter entre guillemets le wrapper graphique DB et en plus on gagne une base graph. Voilà. Mon besoin initial, c'était d'écrire un algo de recommandation pour une société qui fait de la veille de marchés publics, qui voulait proposer en fait des marchés publics similaires à ceux que d'autres utilisateurs avaient consultés, avec deux types d'algo, du filtrage collaboratif, c'est-à-dire utiliser les actions des autres pour faire des suggestions, et ensuite la recommandation basée sur le contenu, donc du CBR, du Content Based Recommendation, où là on va plutôt exploser les documents en mots, les représenter sous forme de graphes et faire à peu près la même chose que ce que l'on fait avec des gens, et on peut comme ça faire de la recommandation. Voilà. Mon question, c'est en fait dans votre présentation, j'ai vu, vous avez dit Python, 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 smiley face. Vous êtes un grand fan de Python. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? C'est quoi pourquoi Python, c'est pour vous le meilleur code, façon de coder? Là, je vais pas spécialement lancer un troll. Disons qu'au moment où je l'ai découvert, je cherchais moi-même à implémenter un langage pour faire du scripting, pour aller crawler et voler de l'information, je veux dire faire du test de navigation sur des sites. Et là, je me suis dit que c'était pas réellement pertinent en fait d'écrire son propre langage. En plus, je pense pas que j'en avais spécialement la compétence. Et donc, je suis tombé sur Python, qui a comme avantage de pouvoir se binder avec énormément de librairies externes. Donc, je l'ai essentiellement au départ utilisé comme un langage de glue. Prendre plein de modules différents qui viennent de plein d'univers et faire exactement ce que je pouvais. Donc, aller sur le site web, télécharger des vidéos, par exemple. J'ai à mon actif, ce que j'ai commis, c'est que je faisais la mesure de qualité de Love Story, qui est la première émission de télé-réalité en France, et j'en suis forcément particulièrement fier. Merci beaucoup. Moi je suis Antoine Nguyen, comme c'est marqué sur le slide. Je suis indépendant aussi, donc beaucoup plus récent. Moi j'ai commencé mon activité au mois de janvier. Je travaille dans l'informatique depuis 10 ans maintenant, déjà. Et je fais du Python depuis 10 ans, parce que j'ai commencé directement à faire du Python. Ce soir je vais vous parler d'une solution que j'ai créée, qui s'appelle Modoboa, donc un nom compliqué. Tout ça pour dire que ça permet de gérer une plateforme de messagerie avec des outils principalement issus du monde Python. Voilà. Donc comme je le disais, Modoboa, c'est une solution de gestion pour plateforme de messagerie. Donc je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu les actualités récemment. Vous avez certainement entendu parler de l'affaire Prism, la NSA, et du vol de données, tout ça. Le mail, ça en fait partie. Le mail, vous l'utilisez tous les jours, c'est historique, c'est vieux, ça fait partie du paysage de l'informatique. Et donc forcément, c'est un des premiers vecteurs de diffusion d'informations et informations confidentielles ou pas. Étant particulièrement sensible à ce type de sujet, moi je me suis dit un jour, j'ai envie d'héberger ma messagerie, j'ai envie d'être indépendant à ce niveau-là. J'ai pas envie d'utiliser d'outils de type usine à gaz, libre ou pas d'ailleurs, que ce soit Zimbra, Outlook, ce genre de choses. J'ai pas non plus envie de me casser la tête tous les jours à maintenir mon postfix, maintenir mon Dovecot. J'en parlerai un petit peu plus tard pour ceux qui connaissent peut-être pas. Mais ce sont des outils orientés ligne de commande qui sont très très bien pour les administrateurs, très performants mais compliqués à utiliser. Voilà, donc je me suis dit je vais essayer de faire quelque chose. Donc il y avait des alternatives plus légères qui étaient développées en langage non Python, PHP, Java, voilà. J'ai des choses plus répandues qui le sont toujours aujourd'hui malheureusement, mais voilà, il y a 5 ans quand j'ai commencé Modoboa, c'était déjà le cas. Et je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer de faire quelque chose de léger, donc tout est relatif évidemment, mais quelque chose de léger et avec un langage que j'aime bien. Donc comme c'est indiqué là, c'est développé en Python, en Django pour la partie framework, puisque je voulais pas réinventer la roue, et pour la partie dynamique, du jQuery et plus récemment du Bootstrap. C'est disponible dans 10 langues, enfin plus de 10 langues maintenant, parce que j'ai reçu des traductions cette semaine, donc du vietnamien, du japonais, du chinois. Enfin, voilà, c'est vraiment une application aujourd'hui qui est utilisée dans le monde entier. Donc j'en suis très fier, parce que je suis quand même tout seul à bosser là-dessus. C'est compatible avec Postfix. Donc Postfix, c'est un serveur SMTP ou un MTA, un Mail Transport Agent, comme on appelle ça dans le domaine. Dovecot, donc qui lui est un serveur qui permet d'accéder à vos boîtes, donc en utilisant des protocoles différents. Donc il y a IMAP ou POP. Donc moi IMAP est un protocole plus comment dire, moderne,
il n'est pas parfait, il est plus moderne, et puis il permet surtout de travailler particulièrement avec des webmails. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé. Et Amavis, qui est un inspecteur de contenu, un content filter en anglais, qui permet de faire la passerelle entre antivirus, anti-spam, et puis le reste de votre solution de messagerie. Et juste pour la petite anecdote, j'ai fait 28 versions en 5 ans. Voilà. Donc, quelques screens, donc à la fin, si j'ai le temps, je vous ferai une présentation avec la démo en ligne. Donc voilà, donc là on reconnaît très bien Bootstrap, donc une page de connexion. Pardon, j'étais un peu vite. Donc un module de paramétrage en ligne, donc je le présente ici parce que j'y reviendrai par la suite. Là, c'est la console d'administration qui vous permet de créer vos identités. Donc, dans les identités, on va avoir des comptes et implicitement des boîtes aux lettres, des alias, des listes de distribution. Et pour l'instant, c'est tout, mais je pourrais voir à terme de rajouter d'autres choses. Donc, il y a des spécificités au niveau du mail qui sont très fines. Donc, ça vous parle peut-être pas, mais en gros, vous avez la boîte aux lettres classique, votre alias, qui est, comme son nom l'indique, un alias, donc permet d'avoir un nom différent pour accéder à pour communiquer avec vous. Les listes de diffusion, qui sont sont pas des listes de distribution. Voilà, faut faire la différence entre les deux. Une liste de diffusion, c'est quelque chose de plus léger, ça vous permet d'envoyer un mail à plusieurs destinataires en passant par une seule adresse, sans forcément de gestion historique, de gestion d'aller-retour et compagnie. Et une liste de distribution qui, elle, est vraiment utilisée pour faire du mailing en masse, pour éviter de se faire pour respecter les standards et donc éviter de se faire considérer comme un spammer, et qui fait l'objet d'implémentations spécifiques avec des outils qui sont vraiment spécialisés pour. Normalement, notamment dans mon Python, il y a Mailman, qui vous êtes certainement déjà passé sur une liste gérée par Mailman. Donc voilà, Modoboa ne fait pas ça, c'est un travail compliqué et j'ai pas la prétention de pouvoir faire ça tout seul. Et donc là, décidément. Le webmail, donc est vraiment très basique, moi qui me suffit à mon usage quotidien, qui permet de lire, écrire, browser, gérer les boîtes aux lettres. Il y a un module de filtrage qui permet de définir des règles pour traiter votre message à votre place, traiter les messages à votre place et potentiellement les ranger dans des sous-boîtes. Voilà, des fonctionnalités qu'on aime bien trouver sur une solution de ce type. Donc, on va rentrer un petit peu dans le sujet qui nous intéresse ce soir, c'est-à-dire mon retour d'expérience sur Python, sur Python et l'application que j'en ai faite avec Modoboa, donc les bons côtés et aussi les mauvais côtés. Donc pourquoi avoir choisi Python? Donc je l'ai déjà évoqué au début de la présentation, c'était un souhait et des compétences personnelles. Voilà, je voulais prouver déjà à moi-même et puis aux gens qui me connaissaient un petit peu qu'il était possible de faire quelque chose d'évoluer et d'aussi bien que ce que les gens trouvaient avec des langages plus communs, type PHP ou Java. Voilà, parce que Python, mine de rien, l'émergence de Python est comme, de mon point de vue, assez récente, même si le langage date de 91. C'est seulement ces dernières années qu'on voit une explosion. Moi, je le vis au quotidien avec mon activité indépendante. Comme le disait Raphaël, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de vivre par la suite sans problème. Rapidité de mise en œuvre, ça je le prouverai à personne, c'est vraiment très simple d'installer une VM Python, très simple d'installer des packages grâce à Pip, ou Easy Install pour les plus vieux. Donc moi j'ai pas encore trouvé, j'ai eu l'occasion de tester d'autres systèmes de gestion de packages pour langage, type, pour Ruby j'ai testé NPM, j'ai testé plus récemment des choses JavaScript. C'est bien, mais ça n'arrive pas encore au niveau de Python, sauf pour la partie binaire évidemment, ça c'est encore une grosse plaie. Un ensemble de librairies standards qui étaient pertinentes pour le choix de Modoboa. Donc on a une librairie qui fait de l'IMAP, on a une librairie qui fait du SMTP, de l'email, donc qui gère les types MIME. Tout ça c'est intégré de base dans le langage, donc j'avais pas. Dans le langage, excusez-moi, c'est un raccourci un petit peu faux, mais c'était intégré vraiment de base et moi ça me faisait gagner du temps et c'était vraiment l'objectif. L'émergence de framework web intéressants, donc là je parle de 2009, Django je le suis depuis à peu près 2006. Mais moi, il faut savoir que je viens vraiment du bas niveau. J'ai fait de l'optimisation de paquets réseau quand j'ai commencé à bosser. J'ai fait ça pendant 5 ans, donc je ne suis pas du tout du domaine du web. Mais disons que des frameworks comme Django, avec des gens vraiment soucieux de faire du code de qualité, avec de la modélisation, avec des choses comme ça m'a vraiment attiré. Donc j'y ai mis le pied. Et évidemment, c'est bien le langage de l'univers, LOL. Pourquoi Django ? Donc de base, moi je voulais quelque chose de léger et que les gens pourraient personnaliser en fonction de leurs besoins. Donc je voulais quelque chose de modulaire.
Et évidemment, la conception native de Django fait que ça m'a attiré. Pour ceux qui ne le savent pas, donc Django, c'est un framework de développement web qui prône le développement d'applications destinées à être utilisées dans des projets. Voilà, ça c'est la terminologie utilisée dans Django. Donc moi, pour Modoboa, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les applications de Django, je les ai un petit peu décorées pour ajouter certaines des fonctionnalités que Modoboa propose, et c'est tout. Voilà, je me suis vraiment limité à ça, ce qui fait que chaque extension de Modoboa est en fait une application de Django tout à fait standard. Il est complet, pas besoin d'installer autre chose pour démarrer, donc il y a un ORM, on a tout ce qu'il faut pour faire du templating, du routage, donc c'est, voilà, encore une fois, moi ça me permettait d'aller plus vite. Il est permissif, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas contraint d'utiliser ce que les développeurs du framework ont pensé ouais, on pensait tout simplement en fait. On peut vraiment sortir des clous si on a envie de sortir des clous, on peut rester dedans, on peut coller au modèle. Donc ça c'était vraiment vrai à l'origine. Je trouve que ça commence un petit peu à dériver. Notamment sur, moi j'ai vraiment dans tout Modoboa, vous ne verrez jamais de vues qui sont faites par des class based, enfin des classes génériques. Moi je suis un vieux de la vieille, j'utilise que des fonctions et à chaque fois que j'ai essayé d'utiliser ce type de vue, je suis arrivé à écrire autant de code en fait. Donc, pour moi c'était un mauvais indicateur, donc j'ai jamais franchi le cap. Il est tolérant aussi à l'apprentissage progressif. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait sur mon temps libre Modoboa, donc j'avais pas toujours beaucoup de ressources à y investir. Donc j'ai fait des conneries au début. Quand j'ai sorti les premières versions de Modo, ça marchait pas du tout. Ça marchait dans mon cas de figure, mais ça marchait pas pour les autres. Parce que j'avais pas pris le temps de lire bien les docs, de creuser dans le code, de vraiment pousser mon apprentissage. Mais j'ai quand même réussi au fil de l'eau à sortir des versions qui corrigeaient les précédentes. Donc c'était un bon exercice, notamment grâce à South, mon apprentissage personnel. Enfin, c'était vraiment, voilà, ça m'a permis de faire ça et les gens ont été plutôt tolérants par rapport à mes erreurs. Une communauté active et un ensemble d'applications externes à foison. Donc la communauté active, vous voyez tous que Django évolue de jour en jour. La 1.6 est sorti il y a quelques mois, la 1.7 pointe le bout de son nez déjà, donc c'est vraiment très très actif. Donc c'est bien et c'est pas bien, j'y reviendrai sur le site d'après. Et la collection d'applications externes énorme, donc ça c'est bien aussi. Mais bon, le problème c'est quand il y a trop d'applications, on finit par ne plus les trouver. Donc voilà. Et c'était à la mode à l'époque. Ça l'est toujours aussi, mais bon. Bilan des 5 ans. Donc une progression personnelle, enfin du moins je l'espère. Je fais moins de conneries. Mais c'est peut-être parce que j'ai réduit le scope des fonctionnalités que je cherchais à adresser. Donc bon, je sais pas trop. Comme je le disais tout à l'heure, il y a alors non, ça je l'ai pas dit, mais la collection de modules de Python fournie de base, fournit uniquement les bases. Et ça c'est notamment vrai pour la libimap. Donc pour ceux qui ont eu l'occasion de faire joujou avec des protocoles bas niveau, type SMTP ou IMAP, vous avez certainement eu mal aux fesses de temps en temps. Et c'est vrai, parce que IMAP, enfin SMTP un peu moins, mais IMAP c'est vraiment un protocole compliqué qui demande une connaissance vraiment très très poussée. Il y a des gens dont c'est le boulot à plein temps de faire des serveurs IMAP ou des clients IMAP qui sont fonctionnels. Vous avez vu avec Thunderbird ce que ça a donné. Et la lib Python est vraiment basique et pas forcément bien implémentée sur certains sujets. Donc je crois qu'elle a été recodée complètement pour Python 3, mais c'est pas encore ça. Donc j'ai très très vite été obligé d'ajouter pas mal de fonctionnalités à la lib de base, de bypasser complètement même certaines fois la lib de base pour pouvoir supporter des cas de figure assez complexes. Voilà, donc là où je pensais avoir gagné du temps au départ, finalement j'en ai un peu perdu. Alors après, je ne sais pas si j'aurais trouvé quelque chose de plus efficace dans un autre langage, mais en tout cas, voilà. Première petite déception. Le modèle de développement de Django n'est pas adapté. Non, je vais faire l'inverse. Le modèle de développement de Modoboa, puisque je suis quand même bien en dessous de Django, n'est pas adapté à celui de Django pour plusieurs raisons. Le framework évolue trop vite. Moi, je suis tout seul. Quasiment tout seul sur le code, j'ai quelques contributions de temps en temps, donc moi je ne peux pas suivre les évolutions de Django clairement. Pour l'instant je suis compatible avec la 1.5, je sais que la 1.5 va finir par devenir obsolète d'ici quelques mois, peut-être un an et demi, donc il va falloir que je fasse ça, donc ça me fait perdre du temps sur de la maintenance plutôt que
d'ajouter des fonctionnalités au produit. Et la compatibilité pas forcément assurée sur le long terme. Donc voilà, moi c'est quelque chose qui me pose beaucoup de problèmes. Pardon. Pour plusieurs raisons. Donc là, la A5, c'est pas négligeable. J'ai déjà pas mal souffert sur, pour ceux qui connaissent, la réimplémentation du module user. Voilà, Django 1.5 permet d'apporter sa propre classe pour gérer les utilisateurs. Moi, chose qui m'a bloqué pendant longtemps, qui a été apportée par la 1.5, mais qui m'a obligé à faire beaucoup de refactoring. Donc voilà, première là, vraiment grosse déception. La 1.6 améliore beaucoup de choses, donc on a le collection pooling, on a aussi surtout une meilleure gestion des transactions, une transaction plus atomique, parce qu'il faut savoir que Django inférieur à 1.6, vous ne pouvez pas faire de transactions propres avec des fonctions imbriquées. Voilà, moi je me suis cassé la tête là-dessus, et aujourd'hui Modoboa n'a pas forcément toujours les fesses propres sur le traitement des erreurs et sur le rollback des transactions. Et la 1.7, là c'est migration directe dans le framework, donc bye bye South. Je crois que j'ai même entendu dire qu'il voulait imposer l'utilisation des class-based views pour faire des vues. Donc bon, voilà, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le fait que le framework évolue pas forcément dans une bonne direction, mais uniquement selon mon point de vue, hein, c'est tout à fait subjectif. Ne pas réinventer la roue. Donc moi, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'applications, il y a un écosystème énorme sur Django, donc c'est bien et c'est pas bien. Moi, il y a tellement d'informations que de temps en temps, ça m'a découragé de chercher. Et j'ai refait pas mal de choses. Donc l'exemple le plus typique, c'est Guardian. Donc pour Guardian, c'est un package Python qui permet de gérer des permissions au niveau objet. Donc de base, le framework vous permet de gérer des permissions au niveau classe. Ça, vous avez un modèle, vous pouvez dire, voilà, tel utilisateur ou tel groupe d'utilisateurs va avoir le droit de modifier, supprimer, ajouter des instances de cette classe et c'est tout. On s'arrête là. Pour aller plus loin, donc pour gérer, donc forcément pour prendre beaucoup plus d'espace sur votre disque dur et pour avoir une granularité un peu plus intéressante, il faut passer par des applications externes, notamment Guardian. Moi, j'ai redéveloppé tout ça dans Modo. Et puis je me suis aperçu par la suite qu'avec Guardian. Bon. Voilà. Aujourd'hui, je reste avec mon implémentation parce que j'ai pas forcément envie de couper à droite à gauche pour remplacer. Ne pas multiplier les dépendances externes, donc ça c'est super important. Donc je le répète encore une fois, je suis tout seul, hein, il y a un appel là-dedans si vous ne l'avez pas noté. Je ne peux pas me permettre de suivre les évolutions de tous les packages que j'embarque. Voilà. Donc je limite volontairement les packages et puis je recode quand je me sens capable de recoder. Parce qu'à terme ça devient immaintenable. Donc ça c'est aussi bien une expérience personnelle via Modo qu'une expérience professionnelle dans toutes les sociétés dans lesquelles j'ai pu passer. On retrouve souvent en fait il y a les deux extrêmes. Il y a les gens qui ne jurent que par l'externe, on dit bon voilà ça existe ailleurs, pourquoi s'embêter à refaire quelque chose, et puis il y a ceux qui disent c'est pas fait ici, c'est de la merde. Donc voilà, donc il faut non mais c'est vrai, hein, cette expression là elle existe vraiment, faut se faire son point de vue, mais vraiment l'idée c'est moi mon conseil c'est de ne pas multiplier les dépendances. Et externaliser ce qui peut l'être. Donc, là où je pense que j'ai été intelligent pour une fois, c'est d'externaliser la librairie que j'ai créée pour faire du Sieve. Donc Sieve, c'est un langage qui permet de créer des filtres. Des filtres pour messages. Donc c'est un langage, c'est une syntaxe si proche du C et qui permet de définir des règles de filtrage pour vos mails. Donc genre ce mail il contient ça, je vais le ranger ici, ce mail il contient tel pattern, je vais considérer basiquement que c'est du spam. On peut faire des choses plus avancées, genre des réponses automatiques. Si le mail est envoyé entre telle date et telle date, moi je suis pas là, donc je fais une règle et je dis salut, je suis pas là, je te répondrai plus tard. Voilà, donc on peut faire tout ça avec du Sieve. Et il y avait aucun module Python, même dans la lib standard qui permettait de faire du Sieve. Donc maintenant c'est chose faite. Donc il y a le langage, donc un parseur et des classes un petit peu plus sympas pour générer des règles. Et il y a aussi une interface Manage Sieve. Donc Manage Sieve, c'est le protocole réseau qui permet de manipuler à distance des filtres. Parce que sur une installation type satellite, vos données ne sont pas hébergées sur votre poste, elles sont toutes sur un serveur. Donc vous n'allez pas faire vos règles Sieve et puis les copier sur votre serveur en SSH et réactiver, redémarrer tout ça. Donc voilà, le Manage Sieve vous permet de faire ça à distance. Donc ce module-là, j'en ai fait vraiment un produit à part de Modoboa. Donc là, il y a pas mal d'autres solutions qui l'utilisent aujourd'hui. Donc il y a notamment Colab, qui est un concurrent direct de Modo, qui utilise Sieve, Sieve Lib pour faire du Sieve. Donc tant mieux. Technologie à part. Donc
là, je parle de manière générale sur le Python. Donc Python Django, c'est vraiment une petite communauté dans l'absolu. Il n'y a pas énormément de profils qui sont capables de faire du Python en comparaison d'autres langages comme le PHP et le Java qui ont été beaucoup plus répandus parce qu'ils étaient soit poussés par des gros, soit plus facilement accessibles à l'époque. Enfin bref, je ne reviendrai pas là-dessus. Et une communauté qui est exigeante aussi. C'est bien et c'est un peu moins bien. L'exigence, je parle notamment en termes de qualité, donc je crois que c'est pour ceux qui ont suivi, il me semble qu'il y a un logiciel qui s'appelle Coverity qui fait du code coverage et qui a élu Python comme étant le langage, enfin le projet open source de meilleure qualité, donc en termes de code logiciel, sur l'année 2011 ou 12. Voilà, donc ça prouve que vraiment la communauté prône des règles de bonnes pratiques sur tout ce qui est test unitaire, intégration continue, répétabilité. Enfin, voilà, on rentre dans un domaine vraiment de qualité logicielle qui n'intéresse pas forcément tout le monde, mais qui permet d'avoir des résultats comme ce que vous voyez aujourd'hui sur Python. Et ce qui fait aussi que c'est un langage qui est moins accessible pour ça, parce que les gens sont peut-être un peu plus fermés du fait qu'ils prônent ces bonnes pratiques et qui vont casser à l'entrée les gens qui ne sont pas tout de suite dans le moule ou qui ne respectent pas forcément les règles. Voilà. Donc c'est, encore une fois, à prendre des pincettes, ce n'est que mon ressenti, mais il faut faire attention à ça aussi. Et moi, je sais que ça me pose des problèmes aujourd'hui sur Modo, parce que les gens, alors ça c'est pas forcément de l'exigence, mais c'est plus parce que le langage n'est pas forcément répandu, c'est les gens ne veulent pas ou ne pensent pas être capables de contribuer au projet parce que c'est compliqué. Parce qu'ils ne connaissent pas on comprend des administrateurs système qui sont le public, qui sont le public visé par Monobois. Eux ont plus tendance à connaître du Perl, du Shell, éventuellement un peu de PHP, ils vont être capables de contribuer certaines choses sur différents produits open source, voilà, comme ça a été le cas depuis une dizaine d'années sur la scène française. Mais quand on parle de technologies comme Python, Django, qui nécessitent une connaissance un peu plus poussée, là, en général, ça s'arrête. Donc moi, je sais que aujourd'hui, j'aurais jamais fait un autre choix que Python, mais quand même, petite déception de voir que cette adhérence est quand même longue à venir. Voilà. Et si c'était à refaire Python, ça c'est clair que ça ne changera pas. C'est un langage dont je suis tombé amoureux il y a 10 ans et je pense que ça sera le cas jusqu'à la fin. C'est un très bon compromis pour ce type d'application parce que ça permet d'aller vite. Il y a beaucoup de choses qui sont disponibles de base. Si on veut en ajouter, on le fait. Si on commence à connaître le Python, c'est très très simple puisque des normes, les PEP, permettent justement de borner les cas d'utilisation, de faire en sorte que le code qui est fait par quelqu'un qui respecte les PEP soit lisible par quelqu'un d'autre qui les respecte aussi. Donc ça permet d'aller plus vite. Donc voilà, on revient sur la rigueur et sur l'exigence. Ça a des bons aspects quand même. Il y a un petit investissement initial qui est nécessaire parce qu'il y a une stack assez importante à connaître. En comparaison d'un Apache avec un PHP qui va s'installer rapidement, là il faut Python, Django, il faut connaître un peu le WSGI, il faut prendre un front-end web, il faut prendre un serveur WSGI, voilà, donc il faut tuner la configuration. C'est un peu plus, c'est destiné à un public averti. Django, pas forcément. Pour différentes raisons. Donc j'en ai déjà cité quelques-unes. L'évolution du framework est pas, déjà la rapidité de son évolution et les tendances actuelles autour du développement. Et puis parce qu'aussi finalement ça fait beaucoup de choses dont je n'ai pas besoin, qui me bloquent, qui me gênent plutôt qu'autre chose. Malheureusement, comme ça fait 5 ans que je développe sur Modo, j'ai pris quelques raccourcis de temps en temps pour aller plus vite et qui vont être difficiles à défaire, notamment pour la gestion des permissions. Parce que la gestion des permissions se base sur une fonctionnalité de Django, donc c'est tout ce qui est les relations génériques. Je ne vais peut-être pas forcément rentrer plus dans les détails, mais c'est vraiment typique à l'ORM de Django. Si vous prenez SQL Alchemy par exemple, ça n'existe pas tel quel. Donc ça, je vais avoir du mal à m'en défaire. Donc je suis un peu pieds et poings liés sur la version actuelle du code de Monobois. Si je devais le refaire, je partirais certainement plutôt sur un micro-framework. Dans ce cadre spécifique, je ne dis pas en général, mais vraiment pour Modo, je partirais sur un micro-framework type Flask, qui va poser les bases et qui va me laisser libre de faire le reste. Mais parce qu'aujourd'hui, j'ai déjà une première implantation, je sais quelles ont été les erreurs, qu'est-ce qu'il faut que je corrige, et donc j'irai, j'espère, plus vite pour refaire quelque chose. Et voilà, chiche. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a qui me suivraient sur un tel projet?
Et j'ai fini, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sur le slide que je mettrai à disposition, il y a toutes les ressources nécessaires pour pouvoir utiliser le soft. Donc je ne sais pas si j'ai un peu de temps pour éventuellement faire une démo. Soyez pas timide. Non, personne? Je l'attendais celle-là. Alors pourquoi un tel nom? À l'origine, le nom de Modoboa, c'était MailNG, donc c'était pas terrible non plus. Et en fait, le slogan, il y avait un slogan un peu débile à l'époque, et en gros, je prenais quand j'ai changé de nom, j'ai voulu prendre les 2 premières lettres de chaque mot, donc ça a donné Modomao, ça faisait un peu trop communiste. Donc voilà, je me suis dit tiens, Python Boa, c'est pas mal, donc c'est devenu Modoboa. Puis ça se simplifie en modo, donc c'est pas mal. Ça peut faire modo ceci, modo cela, modo truc. Voilà. Est-ce que tu as une version commerciale ou tu travailles dessus juste en open source? C'est uniquement... Alors la question c'était, est-ce que Modo est complètement open source ou comme certains logiciels disposent d'une double licence? Non, c'est complètement open source, c'est du MIT pur et dur. Par contre, aujourd'hui, ça me facture quelques jours de prestations. Voilà, puisque j'ai pas mal de demandes qui viennent d'ailleurs, sauf de la France, pour développer des fonctionnalités qui ne sont pas dans le produit. Voilà, ça me permet de me sponsoriser le développement, mais elle reste bien évidemment open source. Sur un point uniquement interface, parce qu'on n'a pas vu la démo du coup, Ouais, tu gères les threads à la Gmail ou comment tu te débrouilles? Non, pas du tout. Alors, donc voilà la démonstration de Modoboa en ligne. Donc voilà, comme c'est une démo que j'ai mise en place avec un partenaire allemand, parce que j'ai pas mal de gens qui m'aident, si c'est pas sur du code, qui m'aident sur pas mal de choses, sur des moyens, des plateformes de démo, de la bande passante. Voilà, pour ça, l'open source, c'est quand même assez génial. Donc la démo qui est disponible en ligne, donc l'adresse est disponible sur le slide. Donc là, je vous montre rapidement l'interface administrateur. Donc il y a deux types d'utilisateurs grossièrement dans Modoboa. Il y a les utilisateurs finaux, donc ceux qui vont utiliser le webmail, les filtres, les réponses automatiques, et il y a les admins. Donc aujourd'hui, moi, mon activité se concentre surtout sur les admins, puisque ce sont les fournisseurs d'accès qui aujourd'hui utilisent cette solution et qui sont prêts à mettre un petit peu de sous pour la faire évoluer. Donc moi, ça me fait manger aussi, donc j'en profite. Donc vous pouvez, en fait, dans Modoboa, il y a la chose sur laquelle vous allez vous connecter en premier, c'est le panneau d'administration. Donc voilà, donc de base Django ne permet pas ça, de stocker des settings, des paramètres en base de données, et donc de pouvoir les éditer dynamiquement depuis une interface web. Donc il y a, encore une fois, des extensions, il y a des applications de Django qui permettent ça, mais je ne les avais pas trouvées à l'époque, ou alors elles n'existaient pas encore. Donc j'ai tout recodé, voilà, ça c'est du code Modo qui permet de faire ça, donc j'utilise les formulaires Django, et puis avec un petit peu plus de choses. Donc les paramètres sont organisés par section, ou plus généralement par extension. Donc là, vous avez le front-end Amavis, les réponses automatiques, les stats graphiques, et puis tout un tas de choses, les filtres aussi, voilà, donc ça s'est rangé de manière assez logique. Vous avez une fonctionnalité d'audit trail, donc savoir qui a fait quoi en fait, sur le produit, donc c'est pas mal pour les admins. Une section information, donc voilà, juste savoir qui marche, ça, voilà, qui donne des informations sur l'installation. Donc pour l'instant, il y a juste la version de Modo et une table de session active. Donc ça marche pas forcément toujours tip top. Ça c'est dû au mécanisme interne de gestion de session de Django. Il faut que je trouve un moyen de faire plus précis et un panneau, voilà, d'activation, désactivation d'extensions en ligne. Bon, pour ceux qui sont intéressés, je pourrais expliquer comment j'ai fait parce que c'est pareil, ça c'est pas possible de base dans Django. Donc une fois que vous avez paramétré votre instance, vous créez, le premier chose c'est que vous créez des domaines. Donc votre domaine de messagerie, google.com ou yahoo.fr ou n'importe quoi. Enfin voilà, il faut que votre domaine soit supporté par le serveur, et à partir de ce moment, vous allez pouvoir dedans ajouter des identités en passant sur cette section-là. Voilà, donc les identités, vous avez, comme c'est indiqué ici, des comptes, des alias, et vous avez des rôles.
voilà, qui sont offerts par l'application. Donc il y a super administrateur de domaine et utilisateur simple. Il y a aussi une notion de revendeur. Donc ça c'est plus orienté pour les fournisseurs d'accès qui vont utiliser le produit comme une marque blanche. Il y a posé leur couleur et puis utiliser, faire de la facturation, offrir un pool de ressources aux clients. Voilà. Donc globalement ça donne ça. Une quarantaine, donc là il n'y a rien de base. Si je me connecte avec un autre utilisateur, j'ai juste quelques raccourcis pour envoyer des virus et des spams de tests pour peupler la quarantaine et montrer un petit peu comment ça fonctionne. C'est local, hein. C'est uniquement local. Pour ceux qui connaissent un peu le domaine, c'est la communauté Spam Assassin qui s'est dit un jour, tiens, comment on fait pour tester nos produits? On va faire des signatures qui sont connues par les moteurs de vérification. Donc il y a Écart pour la partie virus, donc c'est une signature qui est connue, et il y a Gtube pour le spam. Voilà, donc ça c'est vraiment 2 signatures de test qui sont utilisées partout aujourd'hui. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là pour la démo, puis si vous voulez y accéder, vous êtes évidemment libre de le faire. Merci beaucoup. Merci. Je peux faire des maracas. Ok, donc moi j'étais venu, donc je m'appelle Pierre-Antoine, je travaille à Sketchfab. Et on est une entreprise qui fait de la 3D dans le navigateur. Ça ressemble à ça. Ouais, alors c'est tout cassé là, avec l'écran, mais on utilise WebGL et JavaScript et HTML5 pour montrer des modèles en 3D dans le navigateur nativement, sans plugin, etc. Et notre ambition, c'est de devenir le YouTube ou le SoundCloud ou ce que vous voulez pour les modèles 3D. Un sujet en vogue. Et donc j'étais venu parler de Django, mais la personne avant moi a tout dit. C'est pas grave. Non, en fait, la vraie difficulté que j'avais quand j'ai préparé cette presse, c'est que je ne savais pas si vous étiez tous des experts de Django ou si vous étiez tous au niveau 0. J'imagine qu'il y a un mix, donc il y en a qui vont s'embêter au début et d'autres à la fin. Voilà. Donc c'est parti. Alors Django, c'est donc un framework web. Donc si vous avez fait du Symfony en PHP, si vous avez fait du Ruby on Rails, etc. Vous faites du Python, vous faites du Django pour faire du web. Enfin, il y a des concurrents, mais c'est quand même le gros. Et ça se ressemble beaucoup. Enfin, pour la petite histoire, moi je suis à SketchUp depuis 1 an et demi. Et j'avais jamais fait de Django ou même de Python avant de commencer sur le projet, mais j'avais fait un peu de Symfony. Et en fait, on se transfère bien, quoi. Une fois qu'on a pris la grammaire Python, les concepts restent les mêmes. Donc ça, c'est le discours commercial entre guillemets de Django. High Level Python Web Framework qui encourage le développement rapide et propre et pragmatic design. C'est tout un programme. Pourquoi vous voulez utiliser un framework en vrai quand vous faites du web? Parce que le web, c'est quand même beaucoup faire toujours la même chose. C'est-à-dire prendre des URL, les transformer pour en faire des vues, les vues, aller appeler des DB, faire de la validation de données pour pas que les gens vous mettent des caractères n'importe comment dans votre base de données que vous adorez. Donc faire des formulaires, c'est faire des requêtes sur votre base de données, c'est de gérer des utilisateurs, des sessions, c'est de faire des templates, c'est de faire des tests. Et tout ça, tout le monde l'a déjà fait 100 fois avant vous, en gros. Donc vous avez juste pas envie de le refaire vous-même, vous avez envie de faire un truc qui vous file tous les helpers pour que vous puissiez aller directement en fait, faire le code qui est vraiment important pour votre application et pour votre business. Et l'autre avantage d'utiliser un framework, c'est que vous n'êtes pas tout seul, il y a toute une communauté de gens qui sont là pour vous aider et qui ont déjà fait des choses qu'ils sont prêts à partager, le plus souvent gratuitement, et ça c'est bien. Donc quand je disais que ça reprend les mêmes concepts que les concurrents des autres langages, qu'est-ce que c'est les concepts? En fait, il y a souvent, bon j'imagine qu'il y en a plusieurs, mais quand même le gros concept qu'on retrouve dans les frameworks web, c'est ce qu'on appelle le MVC, donc le modèle vue contrôleur, qui se décline en Django. Ils ont fait une petite subtilité, ils ont dit nous c'est MTV, voilà, modèle template view. C'est presque pareil, mais pas exactement. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez votre navigateur et en fait toute la stack Django, elle va faire tout ce qu'il faut pour vous tout seul. Donc elle va faire un truc qui va gérer les URL et qui va mapper les URL sur des vues, donc le V de là.
qui va dire, donc là je suis sur la page qui veut lister les modèles, enfin les modèles, on va dire, qui veut lister les livres classés par ordre alphabétique d'auteur. Donc ça interagit avec votre modèle, donc un modèle de données standard. Vous allez définir qu'est-ce que c'est un livre, qu'est-ce que c'est un auteur, qu'est-ce que c'est la relation entre les deux, clés étrangères, etc. Enfin toutes les bases de données. Vous allez avoir plein d'outils qui vous permettent de faire des requêtes sur votre base de données. Et ensuite ça remonte. Et ensuite, quand on a récupéré toutes les données qu'on voulait dans la vue, on va écrire un template qu'on va rendre. Enfin en grosso modo, ça va être sur de l'HTML. Sauf si vous êtes bizarre. Mais et ça, on renvoie au navigateur. Et le navigateur, il est content, parce que l'HTML, il connaît bien. Et donc voilà. Et donc en fait, Django, c'est un ensemble de briques qui vous permet de... Et puis tous les autres, Symfony, etc., c'est à peu près tous pareil, qui vous permet de gérer toutes ces étapes que tous les projets ont et de vous mettre tous les bons helpers qui vont bien. Alors là, je vais essayer de passer sur mon éditeur de texte sans faire cracher l'installation. C'est terrible. Est-ce que vous voyez quelque chose ou pas? C'est la colonne de gauche qui est importante. Le reste, donc je voulais juste vous montrer qu'est-ce que c'est la structure d'un projet Django. Et si on voit rien, ok. Donc Django, comme le disait monsieur, dont je me souviens plus le prénom, Antoine, merci. C'est un ensemble en fait de petits bouts qui sont censés faire une petite tâche et donc les fameuses applications et qui sont censés miser tout ensemble dans un projet, sont censés faire un ensemble cohérent qui marche. Donc le projet ici s'appelle Dev2, un nom très original. Et dedans, on a plein d'applications, donc toutes les applications qui sont propres à SketchUp qu'on a préfixées en skfb_. Donc on a des choses qui permettent de gérer des répertoires, qui permettent de gérer les images, qui permettent de gérer des messages que peuvent envoyer les utilisateurs, qui permettent de gérer des pages statiques, etc. Tout un ensemble de choses. Et on voit aussi qu'il y a des projets, on n'utilise pas des millions, mais qui sont des projets des applications qu'on n'a pas fait nous-mêmes. Donc par exemple, on voit PayPal ici, qui est une application qui permet de gagner des sous, de faire payer les gens. C'est important de faire payer les gens. Est-ce qu'on en a d'autres? Non, on n'a même pas d'autres là. Ah si, Avatar, qui est une application qu'on va bientôt enlever parce qu'elle est un peu pourrie, qui permet aux utilisateurs d'avoir des avatars. Donc ça c'est voilà. Et ensuite, si on rentre au cœur d'une application, de quoi c'est composé une application? Donc une application, c'est un module Python dans lequel il y a à peu près toujours la même chose, à savoir un modèle, fichier models.py, qui est le fichier dans lequel vous allez décrire si on avait une application. Alors attention, il y a un piège dans cette présentation. À SketchUp, on fait des modèles 3D. Donc on a des modèles qui s'appellent modèles. Je vais essayer de faire attention. Ça peut porter à confusion. Donc on va en ouvrir une autre. Par exemple, texture. Voilà. Donc dans texture, il y a toujours des modèles. Et donc on va définir qu'est-ce que c'est une texture et dire que c'est en fait une image, qui a une taille, etc. Et bon, ça c'est très classique. Alors encore une fois, si ça va trop vite, vous me ralentissez. Et si c'est vraiment trop nul, trop lent parce que vous savez tout ce que c'est, bah faut dire Pierre-Antoine, c'est nul. Et là j'accélère. Plus sérieusement, donc en fait voilà, donc ça je vais y revenir plus tard sur le détail de ce qu'il y a dans un modèle. Et ensuite il y a donc des URL qui permettent de définir, de mapper vos URL sur des vues, comme je l'ai expliqué. Et il y a les vues. Voilà. Et ensuite, il y a tout un tas de fichiers de configuration, de settings qui permettent de paramétrer soit les cœurs de l'application, soit les différents modules complémentaires qu'on a ajoutés. Bon, je ne vais pas dans le détail, c'est pas méga important, c'est de la config. Mais bon, en gros, le key takeaway de ça, c'est qu'on peut à peu près configurer n'importe quoi, juste en éditant un fichier de config dans lequel il y a tout. Et ça permet d'être super modulaire. Alors plongeons un peu dans le code, ce qui est du vrai code SketchUp qui tourne en production. Attention. Donc les URL, en fait c'est super simple. On définit un schéma d'URL, donc c'est une regexp standard, bon, par exemple explore models, et on va mapper ça sur une vue, une class base view dans ce cas. On fera un petit commentaire après si on veut. Et en gros on dit donc quand Django reçoit cette URL, c'est parti, on va ouvrir cette vue et puis cette vue elle va rendre de l'HTML. Donc c'est un concept assez simple, mais ça permet super simplement de définir son schéma d'URL. Donc ensuite on arrive dans la dite vue. Alors est-ce que j'ai pris la même? Évidemment non. Donc on voit toujours rien. Donc en fait une vue, donc il y a deux types de vues dans Django. Il y a les à l'ancienne. Les function based qui sont plus simples en gros, où juste on dit on reçoit une requête, on fait nos calculs et puis on écrit de l'HTML et on le renvoie.
Et ensuite, ils se sont dit, on va faire un truc. Il y a quand même des vues qui se ressemblent beaucoup. Par exemple, les vues pour montrer le détail d'une entrée en base de données, genre un livre, ou un modèle, ou une texture. C'est un peu un truc générique qu'on pourrait étendre à toutes les trucs. Et par exemple, bon, si on a une collection de livres, on peut en vouloir montrer un, on peut vouloir en montrer une liste, faire des recherches, etc. Et ça, ils se sont eu la brillante idée de se dire, c'est généralisable, on peut faire des classes, et les vues héritent de ces classes, et il y a des classes qui gèrent les listes, il y a des classes qui gèrent les trucs unitaires, etc. Nous, quand on a migré sur Django 1.6, vu qu'on a un peu suivi aussi, on s'est dit, bah, tant qu'à faire, on va utiliser les classes based use. La critique, donc pour ceux qui connaissent, honnêtement, les function based, c'est plus simple. Les classes based, c'est bien, parce que vu que c'est de la classe, on peut faire de l'héritance et gérer, par exemple, tel type de classe, c'est que pour les admins. Tel type de classe, c'est protéger SSL, et si t'es pas SSL, tu te fais diriger, et tout ce genre de choses. Ou dans tel type de classe, on veut passer au template, telle donnée, je sais pas, un utilisateur, etc. Et le système d'inheritance, donc ça c'est bien. Après, le défaut du truc, c'est que elles s'héritent beaucoup entre elles, et une classe based use, je vais y arriver, c'est dur à dire. En fait, il y a une chaîne d'inhéritance qui peut être un peu longue quand on part des génériques qui sont implémentés par Django et qu'on remet les siennes par-dessus, etc. Et ça peut devenir un peu compliqué de s'y retrouver. Voilà, évidemment. Je vais mettre un petit peu de café. Voilà, ça allait mieux. Donc là, par exemple, donc on a une vue. Une vue, c'est un template. Et par exemple, là, c'est typique. On dit au template, on va lui passer donc un ensemble de dossiers, des commentaires, parce que c'est la vue pour voir un modèle 3D. Et on va lui passer tout un tas de les commentaires qui sont liés au modèle, des modèles qui peuvent être liés, etc. Voilà. Par exemple, on voit que cette vue, elle hérite d'une vue qu'on a nous-mêmes définie, qui est la base model detail view, qui est parce qu'on a, quand on fait un embed dans une iframe, etc., tout ça, ça se ressemble beaucoup, il y a juste des petits détails, donc on fait de l'héritance. Mais du coup, on se retrouve à faire du super un peu dans tous les sens, et au bout d'un moment, il y a des blagues, on s'y perd un peu, et des fois, en fait, les function base, c'est super simple, et en 3 lignes, on fait ce qu'on fait en 45 lignes en class based use, mais on a moins la classe sur les forums. Donc ensuite, on a fait ce qu'on voulait faire avec notre vue, on a récupéré nos modèles liés, on a récupéré de la data, etc. On passe dans un template. Donc là, je vous ai mis un template standard, parce qu'en fait, il y a un langage de templating par défaut qui est livré avec Django, qu'on n'utilise pas. Mais je vous l'ai mis quand même pour référence. Donc c'est de l'HTML avec du markup, c'est super classique. Donc on passe nos data, et ensuite on peut itérer dessus, et puis appeler les attributs des objets qu'on a récupérés, etc. Et ça fait de l'HTML. C'est bien. Ensuite, les modèles. Donc les modèles, c'est alors ça fait partie des choses qui sont quand même chouettes dans le Django. Définir son modèle comme des objets Python, c'est quand même chouette. Donc là, par exemple, on a l'objet texture, qui hérite de la classe modèle standard, et on va définir une série d'attributs sur cet objet. Donc, par exemple, il a un UID qui est un identifiant unique, il a une clé étrangère vers un modèle 3D, parce qu'une texture appartient à un modèle 3D, il a un nom, il a des timestamps qui disent à quelle date il a été créé, mise à jour, etc. Et ça, ce qui est bien, c'est que du coup, en 2 commandes, on construit sa base de données, et puis ça crée l'étape qu'il faut avec les champs qu'il faut. Et si vous êtes sur MySQL, ça vous fait du MySQL. Si vous êtes sur Postgres, ça vous fait du Postgres. Sur Mongo, ça marche pas très bien, je crois. Je crois qu'il y a des gens qui essayent de faire des choses, mais je crois que ça marche pas très bien. Mais je suis pas sûr. S'il y a des gens qui savent mieux. Et donc ça, c'est cool, parce qu'on n'a pas à faire nos requêtes SQL à la main pour créer nos tables. Et du coup, ce qui vient avec, qui est encore plus cool, c'est l'ORM. Donc qui permet de fetcher des modèles, d'aller chercher, de faire des requêtes sur sa base, de mettre à jour, de faire des saves, etc. Et il est assez puissant, je pense. Après, c'est pareil, ça se ressemble avec Doctrine, etc. Mais il est pas mal. Donc les méthodes de base, c'est get qui permet de récupérer un seul objet, all qui permet de récupérer une collection. On peut filtrer sur tous les attributs du modèle qu'on veut. On peut filtrer sur même des attributs
liés par des clés étrangères, etc. Par exemple, si on veut reprendre l'exemple des bouquins, on peut filtrer sur les bouquins dont l'auteur a le nom de famille Toto. Voilà, tout ça en écrivant juste du Python, c'est quand même plutôt cool. Il y a plein de helpers, donc faire des excludes, on peut faire des jointures en sélectionnant les données pour éviter de faire n requêtes quand on récupère n objets, donc faire n plus une pour chaque résultat. On peut faire du select related qui va en fait faire la jointure à votre place. Il y a plein de fonctions qui permettent de faire des trucs compliqués en SQL, genre les sommes, genre vous voulez, je sais pas moi, récupérer une liste de modèles 3D avec en plus le nombre de likes que ces modèles ont eu. Genre c'est super simple à faire en Django avec Annotate. Ça fait des trucs super aussi compliqués, du style atomicité avec F, si on veut incrémenter un compteur, je sais pas moi, le nombre de vues de quelque chose, et qu'il peut y avoir des accès concurrents, ça fait ça pour vous. Et ça c'est quand même super bien. C'est quand même super pratique. Si on devait écrire ça en MySQL, ou en n'importe quoi, bon courage. Et voilà. Le pitfall de ça, le point d'attention qu'il faut avoir, c'est que vu qu'on fait du Python, on s'amuse beaucoup, on écrit machin.all.select ma jointure, etc. Et en fait, à la fin, on ne fait pas gaffe, mais on a fait 46 200 queries. Et votre temps de réponse, il n'est pas content. Donc, il faut faire attention à ça. Et avec ça vient un truc qui est super, c'est qu'évidemment du coup il y a quelque chose qui s'appelle des managers qui sont donc chaque type d'objet, chaque type de modèle a un manager ou un ou plusieurs qui permet de définir des requêtes et en fait qu'on appelle après comme des fonctions. Et en fait donc par exemple si j'ai un modèle 3D et que je lui dis je veux du contenu relié, et en fait j'ai écrit dans mon manager une méthode qui fait du Python, une requête compliquée qu'on n'a pas envie de lire. Et partout après dans le code, dès que j'ai un modèle, je peux faire modèle.objects pour dire je l'appelle le manager.related_content et ça va me sortir le résultat de cette requête. Et vu que c'est une requête compliquée, ici on peut voir la petite utilité du cache. Cacher vos requêtes, c'est important. Ça je pense que je leur reparle plus tard. Du fait que ça peut faire beaucoup de requêtes, etc. Enfin, le cache de manière générale, c'est quand même c'est la vie. Mais surtout quand on fait des requêtes compliquées. si. Surtout quand on fait des requêtes compliquées, donc du coup les résultats de vos requêtes compliquées, vous les mettez dans le même cache pendant 2 heures, 2 jours ou 2 minutes ou 2 ans et vous en parlez plus. Et ça c'est pareil, même cache, c'est tout type de cache dont même cache, c'est intégré en natif dans Django, donc c'est plugger ça, c'est un import, c'est un import en haut et puis 2 lignes quoi. Cache.get ma clé de cache et si je l'ai pas .set, terminé. Ça c'est quand même plutôt pas mal. Alors je sais pas depuis combien de temps je parle, mais bon, on m'arrêtera. J'ai encore 5 minutes. Alors super. Alors du coup, le truc qui va avec ça, donc je parlais des autres trucs chiants à faire quand on fait du web, embêtants à faire quand on fait du web. C'est les formulaires et la validation des données, parce que récupérer un post, parcourir son dictionnaire. recoins.post, je sais pas, et puis prendre ces données, vérifier qu'elles sont là. Enfin, c'est le truc super énervant et qu'on doit faire en fait juste à chaque fois. Et donc Django vous fournit pour ça un module qui s'appelle Forms et qui vous permet en fait de construire des formulaires en Python où vous allez dire bon par exemple là j'ai un formulaire dans lequel j'ai un champ qui s'appelle password qui doit faire, c'est un char field donc pour la base de données, et ça doit faire 64 caractères maximum. Et ensuite, c'est parti, on fait ça, on l'initialise, on lui passe les données que l'utilisateur a envoyées, et ça va faire la validation. Alors, éventuellement pour vous tout seul, si vous en restez là, ça va déjà vérifier qu'il n'y a pas plus de 64 caractères, ça va vérifier que c'est pas vide, ça va vérifier tout ce que vous voulez, et puis vous pouvez définir des méthodes en plus juste pour vous, juste pour vos besoins. Du genre, là je fais... je vérifie que le mot de passe est pareil que le bon mot de passe par rapport au modèle auquel on veut accéder. Et ça, c'est génial. Et le truc doublement génial, c'est que ça marche aussi pour les modèles. Donc, si vous avez défini votre texture, donc la même que tout à l'heure, qu'on voit encore moins, et donc il y avait déjà des champs dans lesquels vous avez déjà donné des contraintes du genre là j'ai un ID qui doit faire 32 caractères et être unique, et là j'ai un champ qui est en fait un time field,
Et j'ai une clé étrangère qui doit correspondre à un vrai modèle, enfin à une vraie donnée dans la base, sinon ça ne veut rien dire. Vous faites un formulaire qui hérite de ça, ça s'appelle un modèle form, et ça vous fait la validation de ça tout seul, et vous n'avez rien à faire. Vous pouvez rentrer chez vous, et vous avez bien gagné votre journée. Et non, c'est quand même, ça fait gagner un temps fou, quoi. Blague à part. Maintenant, comment on utilise ça à Sketchfab? Sketchfab, on utilise, alors c'est un peu un vieux schéma, mais c'est pas grave. C'est dans les vieux pots, tout ça. Donc SketchUp, on a un load balancer qui fait du varnish et du Nginx, et derrière on utilise en fait Django dans 4 endroits. On l'utilise dans les 2 frontaux web, donc le but est de prendre les requêtes et l'API et de générer les pages et de les rendre aux utilisateurs. Et on l'utilise aussi, alors on ne devrait pas mais on le fait quand même, on a 2 workers en fait dont le but est de processer les textures, de processer les modèles 3D pour les mettre dans JSON qu'on peut lire après dans le navigateur, etc. Et en fait, vu qu'au début, la code base des frontaux web et des workers était la même, parce qu'on faisait tous sur une machine, avant d'avoir cette belle architecture éclatée, du coup, en fait, pour l'instant, c'est encore la même. Mais en fait, ça pourrait être juste Celery là, sans Django, avec des calls API qui vont bien, etc. Pour l'instant, c'est la même code base, c'est juste ça fait pas la même chose. C'est pas utilisé pour le même truc, mais ça marche bien quand même. Ça marche bien. On en est content. Un des trucs cool de Django, c'est donc effectivement les modules que vous avez pour pas cher sur Internet. Nous, on utilise ceux qu'on utilise, qu'on aime beaucoup, c'est Python Social Hot. Non, est-ce que c'est pareil, ça a changé. C'était une belle blague. Qui vous permet, genre en une ligne d'implémenter un système d'authentification OpenID. Donc vous ajoutez après dans votre projet 2 liens login Google et l'utilisateur clique et il passe par toute la chaîne OpenID et ça crée un compte chez vous avec ses identifiants Google, etc. Enfin son profil. Et ça, voilà. Et puis ça marche avec Twitter, avec Facebook, avec tout ce que vous voulez. Donc c'est plutôt pas mal. Si vous deviez le faire à la main, on se revoit l'année prochaine. On utilise Django REST Framework, je crois qu'il y a déjà eu un talk là-dessus, donc je ne vais pas trop y revenir, pour l'API. Donc j'ai dit qu'on n'utilisait pas le truc de template par défaut, et si j'ai 2 minutes, je vous dirai pourquoi. Enfin, on utilise Jinja 2, qui est l'autre grand. Alors à un moment, tout le monde disait qu'il faut absolument utiliser Jinja 2, c'est plus rapide, etc. Je crois que c'est plus trop vrai, ils se sont remontés le truc par défaut, donc c'est plus aussi moins bien qu'avant. Mais Jinja 2 a quand même des trucs cool, les macros que Apple suit par défaut. Mais bon, si vous êtes avec toujours l'ancien, le natif, c'est quand même bien. Le truc qui est génial, que j'aurais dû filer à mes développeurs plus tôt, c'est la debug toolbar. Alors j'ai un onglet avec un truc en live. Ouais. Donc la debug toolbar, c'est un middleware qui se met dans Django, que vous essayez de garder ça en environnement de dev, c'est plus rigolo. Et en fait, qui va vous dire, pour chaque page que vous générez, plein d'infos qui vont vous aider à débugger et à optimiser votre application. Donc par exemple, là, on voit que cette page a mis 4 secondes de CPU à générer, c'est nul. Voilà. 29 requêtes SQL, c'est nul. Et 29 appels au cache. Et donc, voilà, donc on pourrait peut-être enlever du SQL et mettre du cache. Et si on clique, il y a en plus plein d'infos qui sont géniales. Où est-ce que ça a été appelé, la stack trace, etc. Les requêtes SQL, parce qu'on se dit, mais pourquoi maintenant je ne fais rien sur cette page? En fait, vous faites des choses, mais vous ne le savez pas. Vous faites tout ça. Et donc c'est bien de le savoir, ça vous permet, vous avez les temps d'exécution. Enfin, c'est genre juste génial pour débugger, parce que ça rame, je sais pas pourquoi, maintenant tu sais. Va fixer. Ouais, parce que pour la petite histoire, quand on a sorti notre V2 du site, genre 2 jours avant de mettre le site en prod, j'avais laissé un de mes collègues développer l'API sans trop regarder, en utilisant Django REST. Et en fait, juste avant de mettre la mise en ligne, je dis ouais, je vais regarder un petit coup avec Debug Toolbar, voir ce que ça donne. Donc sur la page d'accueil, il y avait genre 700 requêtes. C'est pas drôle. Donc utiliser la Django Debug Toolbar, c'est top. Et après, Celery, mais c'est pareil. Enfin, non, t'as pas parlé de Celery, t'as dit utilisez pas Celery, c'est pourri. Mais non, utilisez Celery quand même. Donc c'est un worker qui gère des tasks.
Ouais, niveau scalabilité, il y a pas mal de gens qui posent la question. En fait, faut faire, enfin, notre expérience, il faut faire pas mal de choses quand même pour que ça scale bien. Donc, faut utiliser le cache. Mais du coup, vous n'allez pas, enfin, utiliser le cache, c'est un peu toujours pareil. C'est est-ce que si Maclay existe, oui, sinon je fais mon truc et je le stocke. Donc du coup, on se retrouve vite à développer des classes qui surclassent un peu les classes normales pour gérer ça, parce que c'est un peu le même comportement partout. Donc nous, on fait pas mal ça, notamment sur Django REST Framework. Vu que les serialiseurs, pour ceux qui connaissent, c'est un peu le truc qui nous a fait faire cette requête sur la page d'accueil. Parce que voilà, en suivant les relations, au final, ça appelle plein de trucs. Donc quand on fait du va-objet qui font chacun 30 queries, voilà. Donc du coup, on a fait des serialiseurs qui se cachent eux-mêmes. Utiliser les index sur vos bases de données, ça on s'est pris des bons tacles. Ça marche bien. South, donc j'en ai pas parlé, mais donc South, c'est un outil qui permet de migrer vos bases, parce qu'en fait vous allez faire votre base et puis une semaine plus tard vous allez vouloir rajouter une colonne et vous allez voir faire ça en prod et vous savez pas comment faire parce que vous allez vouloir taper du MySQL, mais en fait ça va foirer, votre base elle va être par terre et puis bah, voilà quoi. Pas de bol, vous n'aviez pas de deuxième. Donc en fait vous utilisez South, enfin qui va être deprecated avec l'1.7 notamment, enfin, intégré ou deprecated, je sais pas trop d'ailleurs, mais ouais voilà. Bon bref, utilisez South pour l'instant mais pas longtemps. Et donc c'est un truc qui vous permet de revenir un cran en avant et un cran en arrière sur vos schémas de base. En fait ça fait du versionning de schémas de base de données. Et donc il y a des commandes à taper qui font que ça fait la migration pour vous. Ce qui est plutôt cool. Faut faire attention quand même parce que souvent on tape la commande mais en fait on n'est pas exactement dans la même situation qu'avant et pas de bol. C'est par terre. Donc nous ce qu'on fait, on a 2 DB. Et puis quand on veut faire une migration, on copie l'une dans l'autre, on fait la migration sur la nouvelle, et si ça s'est bien passé, on change les frontaux et on pointe vers la nouvelle. Ça marche bien pour l'instant. on met que 17 minutes à copier notre base. Donc voilà, on sait que pendant ces 17 minutes, tout ce qui est sauvé dans l'ancienne, bah, ça restera dans l'ancienne. Ça ne suivra pas le wagon. Quoi. Mais on met un petit message pour nos utilisateurs, attention, ça ne sera pas sauvé. Non mais en vrai ça met longtemps surtout parce qu'on a plein de données qu'on ne veut pas voir en base, on a des tables qui font 8 millions de lignes pour rien. Et si on les enlevait, ça prendrait genre juste 2 minutes. Mais effectivement, si vous êtes Facebook, vous ne pouvez pas faire ça. Et si vous n'êtes pas Facebook, non parce que bon, oui, copier une base, machin. Nous on les a fait, les sites, les moments où on faisait la migration, on était down pendant 2 heures parce que notre base elle était par terre, parce que South, on s'était rôti, on connaît quoi. Hein non, j'ai fini. En fait, je voulais vous parler. Bah, ok. On utilise Vagrant, donc vu que c'est un peu chiant à installer, Django, etc. Pour les nouveaux devs, on met Vagrant et on installe le truc et on leur file l'image et c'est parti, quoi. Donc ils ont tout. Ça, c'est bien. On fait plein de tests. Je pourrais vous parler de Chef, mais non, du coup. Et je voulais vous parler d'un sujet génial, de faire du Django et du JS en un. Mais c'est assez drôle. Et en fait, si vous voulez, je vous en parle après. On a essayé de faire un truc parce que chaque fois on se dit oui, les templates, en même temps, ils vont être touchés par le JS. Donc on aimerait bien faire un truc où il n'y a pas besoin d'implémenter les deux des deux côtés. On a essayé. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent très mal. Mais du coup, je vous en parlerai après si vous êtes intéressé. Juste les petits warnings. Donc, performance, gardez un œil sur vos requêtes, comme je disais. Lisez la documentation, parce qu'en gros, il y a plein de trucs par défaut, les settings par défaut qui sont plutôt prévus pour le dev mode. Et en fait, en prod, ça marche juste pas du tout, quoi. Par exemple, servir des fichiers statiques, genre même des JS ou des images en passant par toute la stack Apache ou Nginx ou quoi. C'est nul, mais pourtant c'est le fonctionnement par défaut en dev mode, ce qui est bien, qui permet de partir rapidement, mais en prod ça marche pas. Et faites gaffe aux plugins aussi, parce qu'il y en a, ils sont durs à trouver, mais il y en a, on ferait mieux de pas les trouver, quoi, en fait. Genre on avait un petit shortener ITBT, et bon en fait, le fait qu'ils n'avaient pas commité depuis 2 ans, ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille, mais voilà, enfin bon, il y a des trucs qui quand même un peu pourris qui traînent, faut faire un peu gaffe, et faut prendre les trucs qui sont actifs et où il y a des utilisateurs, enfin où c'est staré sur GitHub, etc. Mais il faut faire gaffe. Ouais, utiliser un framework parce que c'est mieux.
Non, le vrai truc pourquoi c'est mieux, c'est que, outre tout ce que j'ai déjà dit, c'est que pour onboarder des nouvelles personnes, alors, qu'elles connaissent ou pas, si elles connaissent, bah, super rapide, et si elles connaissent pas, bah, c'est un cadre qui est déjà défini et on est moins dans le oui, on a fait des trucs un peu custom, il y a déjà des bases qui sont posées, et puis s'il a déjà fait du Symfony, et bah, voilà, c'est plus simple. Donc en fait, onboarder et puis bosser avec des gens, c'est juste plus simple parce qu'il y a des cadres et des règles qui sont pas sujettes à troll parce que c'est pas nous qui les avons définis. Et ça fait gagner du temps. Et d'ailleurs, on recrute à Sketchfab. Et on fait du Python. Ah bon? Voilà. Merci Pierre-Antoine. On a peut-être le temps pour une question. C'est bien choisi. Hein. Mais juste une et très courte. Yes. Le langage template alors. Ouais. Pourquoi pas le langage par défaut Pardon. Alors pourquoi pas le langage par défaut? Parce que en fait, deux raisons en vrai. La première, c'est qu'on voulait faire ce truc d'unification, de utiliser les mêmes templates en JS et en Python. Donc en fait que le serveur et que le client utilisent les mêmes templates et qu'on n'ait pas à les recoder. Et pour ça, Jinja 2 c'est bien parce qu'il y a un truc qui est développé ou au moins en tout cas bien forqué et soutenu par Mozilla qui s'appelle Nunjux, qui est en fait une réimplémentation de Jinja 2 en JavaScript. Et donc en fait c'est les mêmes templates finalement. Et donc du coup on peut utiliser les mêmes variables et on peut utiliser ça des deux côtés. Et l'autre raison c'est qu'il y a quand même des trucs qui sont bien dans Jinja 2. Donc par exemple les macros, faire des fonctions, enfin utiliser des fonctions qui ont des arguments dans les templates. Oui, c'est de la haute technologie quand même. Enfin, il y a des choses que le langage par défaut ne fait pas, c'est un peu dommage. Voilà. Donc outre l'argument c'est plus rapide, que je ne sais pas s'il est encore vrai. L'argument, il y a quand même des helpers et les macros, etc. Ouais, c'est quand même mieux, quoi. Merci bien Antoine. Ok, alors j'ai deux infos ultra rapides et ensuite c'est les pizzas. La première, c'est que ce soir c'était sponsorisé par Pricing Assistant. Évidemment, si on voit pas le logo, c'est nul. Pricing Assistant, on crawl tout le web pour extraire les prix des e-marchands et conseiller des meilleurs prix à leurs concurrents. On a des centaines de workers, on fait du Python, du machine learning. Évidemment, on recrute. Si ça vous intéresse, venez me parler. La deuxième info, c'est que j'organise à côté une conférence qui s'appelle Dotscale. Qui a entendu parler de Dotscale? Levez la main. Yes. Les autres, Dotscale, c'est une conférence donc le 19 mai à Paris, c'est pas très cher, et on a les pointures mondiales de la scalabilité sur scène. On a l'inventeur du DNS, bravo monsieur. On a le mec qui a scalé Reddit du million au milliard, créateur de ZFS, créateur de SoulStack, qui est en Python, que vous devez connaître, créateur de Vagrant, dont on parlait tout à l'heure, créateur de Doku, qui est HeroKu et implémenté en 100 lignes de bash avec Docker, bravo. Le chef sysadmin de Wikipédia, VP Atlassian, un mec de Google, un mec de Rackspace, le créateur de Symfony. Bref, c'est que des malades mentaux sur scène. Ils seront là pour vous parler toute une journée. Et juste pour vous, on a créé un promo code. Ça s'appelle PARIPI. Ça vous donne moins 50%. Donc vous n'avez plus aucune raison de ne pas y aller. 64 €. N'hésitez pas si vous avez des questions. Venez m'en parler. Les pizzas sont juste à côté. Elles sont peut-être encore chaudes si vous courez. Voilà. Une dernière annonce de Johan. Bonsoir tout le monde. Donc, puisqu'il y a une audience d'amoureux de Python comme Antoine, je ne sais pas où il est Antoine d'ailleurs. Ah, il est là. Sachez qu'il existe une association qui s'appelle l'AFPI, donc Association francophone des Pythonneurs, à laquelle vous êtes bien sûr les bienvenus, conviés. On organise régulièrement des AFPIRO. Donc on boit des bières autour du Python. C'est surtout un très bon endroit pour réseauter comme des petits fous. Enfin bref, on s'amuse bien. Donc allez sur le site, c'est afpi.org et vous êtes les bienvenus. Voilà. Ah si, une dernière question, je voulais faire un petit sondage. Qui ne connaît pas bien Python ou est débutant encore en Python dans la salle? Ah oui, quand même. Ah ok, bah, bienvenue, bravo. Et on va essayer d'organiser avec le NUMA des sessions de formation. Donc justement, inscrivez-vous à l'association pour suivre ce qui se passe sur ce sujet-là. Voilà. Merci beaucoup. L'AFPI, c'est bien, allez-y. Dernière info, si votre boîte veut sponsoriser les meet-up, please, dites-le nous, venez nous parler. Et la prochaine fois, ça pourrait être vous. Merci beaucoup, à bientôt.